Les transistors bipolaires. Nous allons vous présenter ici un petit cours présentant le principe de base des transistors bipolaires. Voici la notation utilisée. Donc un transistor est un semi-conducteur qui comporte trois bornes. Donc une base, un collecteur et un émetteur. Donc le courant qui arrive à la base est noté IB, le courant au niveau du collecteur est noté IC, le courant au niveau de l'émetteur est noté IE. Nous avons également la tension VBE, tension base émetteur, et la tension VCE, la tension collecteur émetteur. Nous ne notons pas la tension VCB puisqu'elle est très rarement utilisée. Je reprends également donc les mêmes notations, puisqu'en fait il existe deux types de transistors bipolaires. Donc ce qui va faire la différence, c'est la petite flèche que vous pouvez retrouver ici. Voilà, cette flèche-là, que vous retrouvez également ici. Voilà. Donc ces deux petites flèches vont indiquer la nature du transistor. Le premier transistor de gauche est un transistor dit NPN, le second un transistor PNP. Donc nous avons des principes mnémotechniques. Pour le transistor NPN, donc celui de gauche, la flèche, la petite flèche bleue, ne pénètre pas dans le transistor. D'accord, si elle sort du transistor de courant, enfin, ça indique une flèche qui sort du transistor, donc d'où NPN, ne pénètre pas. Sur le transistor PNP, eh bien, la flèche pénètre dans le transistor. Maintenant, sur la deuxième lettre, eh bien, nous verrons que la deuxième lettre indique le signe, c'est-à-dire P positive. Toutes les grandeurs sont positives, IE, IC, IB, VBE, VCE. Et comme nous avons utilisé la même notation, justement d'où l'intérêt, eh bien, toutes les grandeurs pour le PNP vont être négatives. Maintenant, appliquons la loi des nœuds. Donc nous prenons le transistor comme une boîte noire. La loi des nœuds nous dit que la somme des intensités qui arrivent au nœud est égale à la somme des intensités qui ressortent du nœud. Les intensités qui ressortent du nœud, c'est uniquement IE, et les intensités qui arrivent au nœud, ou au transistor, IB et IC. Nous avons donc IE est égal à IC plus IB. Voilà, donc nous rappelons que toutes les grandeurs du transistor NPN sont positives et toutes les grandeurs du transistor PNP sont négatives. Voilà. Sont négatives. Maintenant, il existe une relation entre le courant IC et le courant IB. Le courant IB est en quelque sorte un courant de commande. C'est le courant de commande du transistor. Eh bien, nous avons la relation IC égale bêta IB. Bêta est un coefficient. Sur les documentations techniques des constructeurs, il est noté H indice FE, HFE. Nous l'utilisons et dans les sujets, nous le notons sous forme bêta, qui est le coefficient d'amplification en courant. Alors, si je réécris IE est égal à IC plus IB, si je remplace IB par IC sur bêta, nous avons donc IE est égal à IC facteur de 1 plus 1 sur bêta, et nous avons donc 1 sur 1 plus bêta qui est pratiquement égal à 1, puisque bêta va être très grand devant 1. Donc nous pouvons dire que le courant IE est égal au courant IC, à quelque chose près. Seconde partie, nous allons faire l'étude d'un petit montage. Donc, le montage est représenté ci-dessous, donc comportant un transistor ici de type NPN.
Donc voici le schéma. Donc je vous laisse le soin de noter le schéma avec toutes ces notations. Les grandeurs, donc RC, résistance RC 200 ohms, RB une résistance de 1 kΩ ou 2 ohms, VCC est une tension de 15 volts, VBE SAT, enfin VBE est égal pardon, à 0,8 volts, VCE SAT est égal à 0,2 volts. Et nous pourrions avoir un VE égal par exemple à 5 volts, ici je ne le précise pas. Bêta, le coefficient d'amplification en courant, est égal à 120. Voilà. Donc nous allons dans un premier temps déterminer ce qu'on appelle la droite de charge statique, qui est la droite qui relie IC à la tension VCE. Donc pour trouver cette relation, nous allons donc appliquer la loi des mailles. Donc la loi des mailles, ici vous avez deux mailles possibles à utiliser. La première maille qui est utilisable, eh bien, est la maille d'entrée, c'est-à-dire cette maille-là. Voilà. Cette maille permettrait de déterminer par exemple la valeur de IB en fonction de VE et de RB, sachant que nous reprendrions VBE égale à 0,8 volts. Vous travaillerez avec ceci dans les exercices. Ensuite, vous avez la deuxième maille que voici, que l'on appelle la maille de sortie. Cette maille de sortie est la maille qui va être utilisée pour déterminer l'équation de la droite de charge statique. Cette équation de droite de charge statique est importante puisque c'est elle qui va régir, qui va nous expliquer le fonctionnement du transistor. Donc, dans cette maille, VCC est donc égal à VCE plus URC, loi d'additivité des tensions. J'aurais pu faire la loi des mailles, VCC moins URC moins VCE égale 0. J'aurais trouvé VCC égale VCE plus URC. URC étant la tension aux bornes de la résistance RC, qui est ici. Voilà. Eh bien, URC est égal à RC fois IC. Je remplace donc URC par RC fois IC. Et je vais ensuite m'appliquer à extraire IC de l'équation de façon à pouvoir écrire IC fonction de VCE. RC fois IC donc égal à VCC moins VCE, ce qui me donne donc IC égale à VCC moins VCE sur RC. Voici l'équation de la droite de charge statique. Maintenant, étudions cette équation de droite de charge statique. Donc je répète l'écriture. Nous allons donc étudier le fonctionnement du montage, du transistor dans le montage, eh bien, avec différentes caractéristiques. La première, IC fonction de VCE, donc l'équation de la droite de charge statique que nous tracerons dans cette zone-là. Ensuite, la deuxième zone ici, IC fonction de IB. Nous pouvons avoir également un repère avec IC fonction de, ou plutôt VBE fonction de IC. Ici, nous ne l'utiliserons pas, mais nous aurons quelques exercices, enfin un exercice avec, pour utiliser ce repère-là. Donc, si le transistor IC, si le courant IC est égal à 0, le courant IC égal à 0 veut dire donc que le transistor est bloqué. Dans ce cas-là, d'après la droite de charge statique, eh bien, nous avons VCE est égal à VCC. Donc le transistor est bloqué. Il est équivalent à un interrupteur ouvert. IC valant 0. Si IC égale bêta IB, cela veut nous dire que IB est égal à 0. Donc, voilà, donc c'est le point A qui est ici. Nous sommes donc dans le premier repère, c'est-à-dire dans ce repère-là, dans le repère donc de la caractéristique de sortie, c'est la droite de charge, nous avons donc le point A. Dans la caractéristique, le repère qui correspond à la maille d'entrée, eh bien, nous avons le point qui se situe ici, voilà, au centre du repère. C'est également le point A, mais pour le repère ici, fonction de IB.
Donc T est bloqué. Nous pouvons également préciser que ici, nous avons donc T bloqué. Voilà. Alors maintenant, si T est saturé, c'est un deuxième fonctionnement. Donc le premier fonctionnement, transistor bloqué. Le deuxième fonctionnement du transistor est le transistor saturé. Dans ce cas-là, on dit que IC est égal à IC sat, que VCE est égal à VCE sat. Mais que vaut donc IC sat? Eh bien, IC est égal à IC sat, qui est égal à VCC moins VCE sat sur RC. Donc VCE est égal à VCE sat. Nous trouvons donc le point B qui est en train de se représenter ici. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le courant IC sat, le courant de saturation. C'est le point B. Comme nous avons la droite de charge statique et que ces deux points A et B appartiennent à l'équation de la droite de charge statique, eh bien tout simplement, ça nous permet de tracer cette droite que voici. Donc plus le VCE va augmenter, plus le courant IC va diminuer. Plus VCE va diminuer, plus le courant IC va augmenter. Si maintenant, troisième fonctionnement, si le transistor fonctionne en linéaire, que l'on appelle encore en amplification de courant. Donc en amplification de courant, cela veut nous dire que IC est égal à bêta IB. Donc voici amplification de courant. Donc ce sera notre point C, qui appartient donc à la droite de charge, qui n'est ni le point A ni le point B, mais compris entre le point A et B. Nous avons donc IC égale bêta IB sur cette zone-là. Eh bien, si nous travaillons dans le repère IC fonction de IB, eh bien, nous obtenons une droite ici qui est, attention à l'orientation des axes du repère. Eh bien, nous avons IC fonction de IB qui est une droite croissante. Voilà, la pente étant égale à bêta. Ensuite, vous pouvez observer que nous avons une zone qui ne dépasse pas IC sat. Logique, puisque nous sommes avec le transistor qui est saturé. Donc, cette zone ici, que je vais entourer, est une zone de saturation. Le transistor est donc saturé sur cette zone-là. IB est supérieur à IB sat, c'est-à-dire comme mon courant de commande IB, eh bien, je suppose que je l'augmente et il est supérieur à IB sat, hein, eh bien mon courant IC, lui, va être égal à IC sat. Le courant IC n'augmente plus puisque mon transistor est saturé. Et je vous rappelle que le courant IC sat, eh bien, est fonction de RC et de VCC. C'est-à-dire ici, si on voulait changer le courant IC sat, il faudrait changer les éléments, par exemple la résistance dans le montage. Il ne faut pas confondre le IC sat avec la tension maximale, avec le courant maximal admissible par le transistor, c'est-à-dire le courant, il existe un courant maximal donné dans la documentation technique du constructeur, une valeur maximale du courant IC qui, si vous le dépassez, va griller le transistor. Ici, nous ne sommes pas là, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle un fonctionnement. Ici, le fonctionnement en saturation. Ensuite, nous avons la deuxième zone, donc la zone linéaire, ou encore fonctionnement en amplification de courant. Ici, IB est... Il y a une petite erreur ici. C'est IB qui est inférieur à IB sat. Attention, corrigez bien cette petite erreur-là. C'est IB qui est inférieur à IB sat. Eh bien, le transistor fonctionne en régime linéaire. Et c'est la zone où nous pouvons écrire que IC égale bêta IB. Si maintenant nous réalisons les applications numériques, IC sat est égal donc à VCC moins VCE sat sur RC, ce qui va nous faire donc 15 moins 0,2 divisé par 200, ce qui nous fait du 0,074 ampères ou encore 74 milliampères. Maintenant,
nous allons déterminer le IBsat. Le IBsat est égal à ICsat sur bêta, c'est-à-dire 0,074 divisé par 120, ce qui va nous faire du 0,62 mA. Maintenant, si IB est supérieur à IBsat, ce qui veut dire que le transistor est dans son mode saturé. IB, par exemple, je vais prendre 1 mA, puisque le IBsat est égal à 0,62 mA. Je vais prendre un petit peu plus. Donc je prends IB 1 mA. Dans ce cas-là, IC est égal à ICsat, qui vaut 74 mA ou 0,074 A. Si j'augmente le courant IB, je le mets maintenant à 2 mA. Comme je suis dans la zone linéaire, IC n'augmentera pas. Je suis dans la zone que j'entoure ici. Pardon, non linéaire, saturée. Je suis dans la zone saturée que je viens d'entourer. Donc, le courant IC n'augmentera pas, même si j'augmente ici le courant IB. Donc, le courant IB est supérieur à IBsat, mais le courant IC reste égal à ICsat. Voilà. Attention, c'est la zone où nous n'appliquons pas IC égale bêta IB, nous appliquons ici uniquement ICsat égale bêta IBsat. Maintenant, dans cette zone de saturation, VCE est égal à VCEsat. Si IB est plus petit que IBsat, eh bien nous sommes dans la zone linéaire, IC égale bêta IB. Si nous prenons IB égale à 0,40 mA, nous appliquons ici IC égale bêta IB. Nous trouvons donc un courant IC de 0,048 A ou encore 48 mA. Dans ce cas-là, si nous voulons calculer la valeur de VCE, nous reprenons l'équation de charge statique. On extrait le VCE. Donc VCE, c'est VCC moins RCC. Donc 15 moins 200 fois 0,048, ce qui nous fait du 5,4 volts. Nous retrouvons un point qui se situerait, je suis en train de le noter sur la droite de charge statique, dans ce secteur-là. Voilà, donc nous ne sommes pas dans la saturation. Une petite remarque, le fabricant, lui, ne donne pas exactement la valeur de bêta. Il donne une plage. Il faut savoir que cette plage va donc nous dire que cette zone-là va présenter une pente plus ou moins importante, suivant la valeur de bêta. Dans les exercices, si nous avons des composants à trouver, il faudra choisir le bêta, c'est-à-dire le cas le plus défavorable. J'espère que cette petite présentation vous aidera pour la suite de vos exercices.